Bien, nous arrivons à la remise du prix national. C'est encore une scientifique qui va le recevoir, chimiste, experte internationalement reconnue, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est récompensée. Annie Sugier, puisqu'il s'agit d'elle et que j'invite à me rejoindre. Annie est une militante infatigable, féministe, impliquée dans tout ce que le sport peut compter, peut dénombrer de dérives actuellement. Elle est sur le terrain, il n'est pas un seul dossier qui lui échappe. Et pour lui remettre ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir une de nos plus sûrs alliés au sein du gouvernement actuel, Madame la ministre Sarah El Haïry. Très chère Annie, Madame Sugier, quel honneur de pouvoir participer aujourd'hui à cette reconnaissance posée, pour plusieurs raisons. Vos combats sont évidemment nos combats, mais aujourd'hui ils sont tellement d'actualité. Vous êtes une scientifique à l'heure où l'obscurantisme gagne notre jeunesse. Vous reposez de la raison et en même temps cette énergie de militante qu'est la vôtre. Aujourd'hui, notre jeunesse remet en question nos essentiels. Il n'y a pas de combat pour l'égalité des femmes, il n'y a pas de combat qui tienne sans le combat pour la laïcité. La laïcité est la clé de voûte de l'égalité. Comment aujourd'hui ne pas rappeler vos engagements, celui qui a commencé à Creil, celui qui continue jusqu'à aujourd'hui face à des fédérations sportives qui bousculent l'égalité, celui qui a été d'une certaine manière étayé tout au long de votre vie pour les femmes françaises et celles dans le monde. À l'heure où l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut s'entendre que par un combat pour la laïcité, comment entendre qu'aujourd'hui, non, le droit à l'avortement n'est plus un acquis? Comment accepter encore que chez des pays qu'on considère comme des alliés, nous n'avons pas accès aux soins les plus essentiels, à la liberté de conscience, à l'accès à l'identité ou simplement à la liberté de choisir avec qui on souhaite vivre, au moment même où les obscurantismes gagnent les esprits, au moment même où nous ne savons plus parler à notre jeunesse française, qui remet en question l'école, qui remet en question la loi de 2004, qui émancipe, celle qui remet malheureusement en question nos acquis. Eh bien, faisons, rappelons, et je crois que votre vie, votre combat en est le meilleur exemple, que plus que jamais, la laïcité est moderne, progressiste, et c'est ce qui nous donnera en réalité l'énergie pour que notre pays reste le premier des combattants pour l'égalité. Madame Sugier, quel honneur, quel plaisir de pouvoir vous remettre le prix national aujourd'hui. Je suis une de vos admiratrices à titre très personnel et je crois que c'est un moment qui restera gravé en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Merci pour ces mots si agréables à entendre. C'est avec émotion que je reçois ce prix, en cette année 2022 justement. Pourquoi justement? Je dis cela parce que c'est cette année où la République islamique d'Iran se rappelle à notre mauvais souvenir, par l'attaque sauvage dont a été victime Salman Rushdie, par l'assassinat de Jina Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. C'est comme si nous étions ramenés 40 ans en arrière, au moment même où je proposais à Simone de Beauvoir de créer la Ligue du droit international des femmes. Car ce qui nous a fait comprendre l'évidente nécessité d'un combat au niveau international,
c'est justement la révolution islamique d'Iran et son prosélytisme tous azimuts. Alors que nombre de mes amis de gauche, et je suis de gauche, se réjouissaient de l'irruption d'un modèle alternatif au modèle matérialiste occidental, cette soi-disant révolution imposait une brutale régression aux droits des femmes et leur invisibilité dans l'espace public par l'obligation du port du voile. Les sociétés humaines sont construites sur des symboles. Les symboles sont porteurs d'une histoire, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Un drapeau n'est pas un simple morceau de tissu, il a un sens, ici et ailleurs, grand ou petit. Je ne crois pas à la contextualisation des menottes, par exemple. Le voile signifie concrètement et symboliquement la séparation des femmes et des hommes et l'assignation des femmes dans l'espace privé. En somme, la signature de l'histoire même de l'oppression des femmes. Qu'il soit porté volontairement ou qu'il soit obligatoire, il a le même sens. Dans une tribune récente, publiée dans Le Point, Kamel Daoud, qui a été honoré aussi du prix Laïcité, écrit « Le voile est un féminicide. Le voile n'est pas une liberté, mais sa fin. » D'ailleurs, dès mars 1979, des dizaines de milliers d'Iraniennes sont descendues dans la rue. C'était la première manifestation contre le pouvoir qui prônait assise en Iran. Et elles criaient « Nous n'avons pas fait la révolution pour ça ». Mais déjà, on entendait ceux qui proclamaient là-bas et ici qu'il ne fallait pas gâcher un tel élan révolutionnaire pour un morceau de tissu. Déjà aujourd'hui, j'entends une petite musique qui nous dit que la révolte actuelle ne se limite pas au voile, comme si le voile était un rétrécissement du combat contre le régime alors qu'il vise le cœur du régime. Vous comprendrez pourquoi, dès l'origine, nous nous affirmons comme féministes, universalistes et laïques. Nous le sommes en constatant que le droit des femmes varie au gré des cultures et surtout des religions, comme si la notion d'universalité ne s'appliquait pas à elles. Nos combats, nous les mènerons contre l'excision, contre les enlèvements de jeunes filles issues de l'immigration, les mariages forcés, les crimes d'honneur, les enlèvements d'enfants au sein des couples mixtes. Nous nous saisissons de faits d'actualité, des faits divers, qui sont en fait des faits de société et des faits politiques, et nous voulons faire progresser le droit à travers ces faits exemplaires. Grâce à notre avocate, maître Linda Velcuriel, nous nous constituons partie civile auprès des victimes en tant qu'association féministe. L'excision, par exemple, eh bien, c'est une mutilation, c'est un crime, donc ça n'est pas le tribunal correctionnel, c'est la cour d'assises. Les enlèvements d'enfants entre la France et l'Algérie, mais c'est un conflit de droit. Et un conflit de droit, il doit être résolu par une convention. Et nous obtiendrons cette convention après 5 ans de combat. Dans l'affaire de Soham, cette jeune fille morte brûlée vive à 17 ans à Vitry-sur-Seine, nous obtenons que pour la première fois, un crime soit qualifié de sexiste par la cour d'assises. Cette avancée du droit, nous espérons aussi l'obtenir avec le soutien de maître Frédéric Thiriez dans l'action auprès du Conseil d'État en défense de la Fédération française de foot, dont l'article 1er des statuts est attaqué au nom des hijabeuses par Alliance citoyenne, une association communautariste dont on voit les dégâts à l'heure actuelle. C'est sans doute
C'est sans doute cette cohérence et cette obstination que le jury a voulu récompenser aujourd'hui à travers moi. Mais sans doute aussi, le jury a-t-il voulu récompenser l'un de nos combats sur un sujet qui a pu surprendre. Bien de mes amis se demandaient pourquoi on s'intéressait au sport et en particulier à l'olympisme. Ce combat rejoint une double actualité, celle de grands événements sportifs à venir, la Coupe du monde du Qatar et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et il rejoint en même temps la lutte contre ce qu'il faut qualifier d'apartheid sexuel, tel qu'il est imposé en Iran, en Afghanistan, en Arabie saoudite. Les mots ont leur importance et vous le verrez dans la suite de ce que je vais vous dire. On sait qu'il y a une différence d'appréhension de la question de la laïcité avec la jeunesse. L'intérêt du sport, c'est qu'il s'adresse en priorité à la jeunesse et que c'est le phénomène culturel le plus populaire au monde. Les Jeux olympiques sont regardés par la moitié de l'humanité et la Coupe du monde de football un tout petit peu moins, mais à peu près autant. Et surtout, et c'est ça qui nous a intéressés dès le début, ils sont régis par des règles techniques et par des principes éthiques fondamentaux universels. Parmi ceux-ci, le principe de non-discrimination, y compris de sexe, et la règle de neutralité, qui dans la charte olympique est la règle 50.2, et qui, par exemple, dans le foot, est la loi numéro 4, et qu'on retrouve dans nombre de statuts de fédération. Parmi ceux-ci, donc, ce principe de neutralité, et ça, je ne l'avais peut-être pas suffisamment expliqué au début, et je me souviens un jour, Jemila me dit « J'ai compris ce que tu veux dire ». Cette règle de neutralité, elle est plus puissante que la laïcité dite à la française, car elle s'applique dans un espace public, elle s'applique aussi bien aux encadrants qu'aux pratiquants, femmes ou hommes, et surtout, elle s'applique au niveau international. Je pense que si la laïcité reste une spécificité française et québécoise, elle va mourir. Donc il faut trouver des lieux internationaux où on fait comprendre ce qu'est la laïcité et où on ose l'appliquer. Cette règle, naturellement, dérange les islamistes, qui ne sont pas idiots et qui ont conscience du pouvoir d'influence du sport auprès de la jeunesse. Et elle a dérangé en premier lieu la République islamique d'Iran. Ça pense là-dedans. Dès 1996, et ils y avaient pensé avant, ils avaient fait des conférences à partir de 90, ils exigent du Comité international olympique que la seule femme qu'ils vont envoyer soit voilée de la tête aux pieds. Ce sera Lida Fariman, une tireuse, porte-drapeau, tout un symbole de la République islamique d'Iran. Et le CIO s'assoit sur sa règle 50, qu'il ne change pas, et l'accepte. Le mauvais exemple venant d'en haut, eh bien, les fédérations sportives internationales vont céder les unes après les autres. Le CIO s'est incliné et l'Iran a réussi, dans l'espace le plus médiatisé au monde, à promouvoir ce modèle sportif islamiste féminin dont s'emparent aujourd'hui les hijabeuses. Donc vous voyez que ce prosélytisme tous azimuts qui nous avait alertés dès le départ, eh bien, il est en marche, et il est en marche en France à travers l'affaire des hijabeuses. Et donc, la décision qui sera prise par le Conseil d'État donnera-t-elle raison à la Fédération française de foot et à l'action que nous menons auprès de la Fédération française de foot? Nous ne le savons pas encore, mais ça sera crucial. Si nous perdons ce combat, nous perdons le combat du sport. En conclusion, que faire?
Ne quittons pas le sport, car il s'adresse en priorité, comme je l'ai dit, à la jeunesse, qui souvent ne comprend pas notre attachement à la laïcité. Et quel est le meilleur moyen de leur faire comprendre le sens de la neutralité que la trêve olympique? Historiquement, qu'est-ce que ça voulait dire, la trêve olympique? C'est qu'on déposait les armes, c'est qu'on déposait ses convictions au vestiaire et qu'il n'y avait plus que le sport qui pouvait départager les êtres humains. Donc nous avons plusieurs défis devant nous. D'abord, de faire le ménage chez nous, c'est-à-dire, comme l'a proposé la commission d'enquête du Sénat, et je salue la présence de Madame la sénatrice Eustache-Brinio, qui a porté cette commission d'enquête. Et qui, dans sa résolution ou recommandation numéro 35, demande que toutes les fédérations françaises incluent dans leur statut, comme la Fédération française de foot, la règle 50.2 et osent l'appliquer. Ensuite, nous devons soutenir les initiatives actuelles qui exigent l'exclusion de l'Iran des compétitions sportives, notamment de la Coupe du monde du Qatar. Et surtout, nous devons demander au comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 d'interpeller le CIO pour qu'il respecte sa propre charte en excluant les pays islamistes qui imposent l'apartheid sexuel, comme le CIO avait su le faire pour l'Afrique du Sud, qui avait été exclue pendant 30 ans pour cause d'apartheid racial. Et là, je vais vous faire une proposition pour qu'on ne s'arrête pas aux dénonciations, mais qu'encore une fois, on essaie de faire évoluer le droit. Inspirons-nous de ce modèle de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud pour aller vers la mise en cause de ces systèmes qui osent séparer ce que la nature a voulu mettre ensemble, les hommes et les femmes. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est la mixité. Nous avons en face de nous des modèles qui veulent séparer les hommes des femmes, qui veulent faire l'apartheid sexuel. On a condamné l'apartheid racial. Les Nations Unies, lors d'une assemblée générale, ont considéré que l'apartheid racial était un crime contre l'humanité. Eh bien, pourquoi on ne ferait pas une démarche auprès des Nations Unies pour que cette ségrégation extrême, cet apartheid sexuel, soit un crime et que tout régime qui se construit là-dessus, comme c'est le cas de l'Arabie saoudite, comme ça a été le cas de Daesh, comme c'est le cas de l'Afghanistan, comme c'est le cas de l'Iran, soit stigmatisé, mis au banc des sociétés. On ne peut plus dire on ne savait pas. Et pour faire cette démarche, nous devons nous appuyer sur la résolution du Parlement européen votée le 6 octobre qui dit clairement que les violences à l'encontre des femmes en Iran sont systématiques et qu'elles peuvent être harcelées, emprisonnées, torturées, flagellées et même tuées pour ne pas avoir bien porté le voile. Et je me souviens d'une époque où des journalistes me disaient « Oh, vous ne pouvez tout de même pas comparer l'apartheid racial à l'apartheid sexuel. » Eh bien oui, on peut le comparer, les violences sont extrêmes et on peut mourir à cause de l'apartheid sexuel. Je conclurai en disant que nous, les féministes des années 70, nous nous sommes battus pour la liberté. C'est pour ça qu'on parlait du mouvement de libération des femmes. Les premières féministes étaient battues pour l'égalité et nous pour la liberté de notre corps, pour l'éradication des violences qui nous empêchent d'accéder à cette liberté. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les femmes iraniennes rejointes par les hommes crient « Femmes, vie, liberté » et refusent l'apartheid. Je vous demande instamment de prolonger ce moment honorifique qui me touche profondément par une action
en vue des Jeux olympiques et en direction des Nations unies.